voilà, c'est parti, début de la folle journée du patrimoine sur France 3, une émission exceptionnelle, au long cours, itinérante et qui va se décliner en 3 temps. Là, nous sommes à Bordeaux, sur le toit de la Cité mondiale, vue imprenable sur les toits, la Garonne et le pont Chaban-Delmas. Ce que l'on veut vous proposer tout au long de cette journée, c'est un tour de France des sites les plus remarquables de notre pays. Cet après-midi, on se retrouvera en direct du Clos Vougeot, en Bourgogne, puis ce soir, nous serons devant la cathédrale de Strasbourg. 3 lieux, 3 temps forts, 3 émissions. Regardez cette carte, les 24 antennes régionales de France 3 sont mobilisées pour vous faire voyager. Ce matin, pas moins de 9 sites à découvrir avec nos journalistes, bien sûr, qui sont sur place et qui nous attendent à Marseille, Toulouse, La Rochelle ou encore Lyon. Alors, ce premier voyage de la journée et le pont Chaban-Delmas derrière moi, bien sûr, est un indice. Nous allons le faire au fil de l'eau. Les mers, les fleuves vont façonner nos villes en développant le patrimoine industriel. Notre France aujourd'hui en est fière et elle le réinvente. C'est ce que l'on veut vous montrer et vous raconter avec des images et des histoires séduisantes. Tout de suite, on va monter sur le pont Chaban-Delmas. Cet ouvrage remarquable est ouvert pour la 2e fois seulement au public dans le cadre des Journées du patrimoine. Et c'est vous, Élise Galland, qui allez nous le faire visiter. Oui, bonjour Marie-Sophie, je suis juste derrière vous, au-dessus de la Garonne, sur le pont Jacques Chaban-Delmas. Il s'agit du plus grand pont levant d'Europe, un ouvrage exceptionnel. Regardez, admirez la pureté de son architecture et ses dimensions hors normes avec ses immenses pylônes. Il culmine à 77 mètres de haut. Ce pont est aujourd'hui le symbole de la modernité de Bordeaux. Son inauguration, voilà 2 ans, a été un immense succès populaire. 100 000 personnes étaient venues pour le traverser et pour voir sa travée centrale se lever. Un véritable spectacle. Il est depuis l'un des monuments les plus photographiés de la ville. Il est, vous l'avez dit, pour la 2e fois un monument qui participe aux Journées du patrimoine et les visites ont été prises d'assaut. Je vois d'ailleurs un groupe qui termine. Nous allons aller à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct sur France 3. Quelles sont vos impressions sur cette visite ? Écoutez, c'est vraiment une visite très intéressante parce que ce qui est plutôt sympa, c'est que j'ai vu ce pont se construire. Ça fait 4 ans que je suis sur Bordeaux, donc je l'ai vu se monter comme une pièce de puzzle. Et là, de pouvoir voir les coulisses et l'intérieur du pont, le fonctionnement d'un côté, d'un point de vue technique, avec les contrepoids, les moteurs, tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant et une bonne visite. Merci. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ces coulisses. La prochaine étape, c'est un petit peu plus loin, sur la rive droite, le poste de commandement. Laissez-nous le temps de nous y rendre, Marie-Sophie, et on vous retrouve là-bas dans quelques minutes. Effectivement, merci Élise. On vous retrouvera tout à l'heure un peu plus haut, donc dans les entrailles du pont. Avant cela, avec moi, 2 invités. L'architecte Xavier Lébard, bien connu dans la région. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé à la rénovation des bassins à flot. On vous doit beaucoup de bâtiments ici sur Bordeaux, où vous avez aussi un projet de tour géante dans le prolongement des façades 18e siècle. On en parlera avec nous également. Jean Blaise, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes directeur artistique de spectacle et vous avez joué un grand rôle dans le réenchantement de la ville de Nantes par la culture. On le verra aussi tout à l'heure puisqu'on sera notamment directement sur place. D'abord, messieurs, j'aimerais qu'on pose un peu les choses. En ce moment, il y a toute une série de programmes de rénovation urbaine menés un peu partout en France. On refait la ville sur la ville. Xavier Lébard, on n'est plus dans des mouvements de la ville vers la campagne, mais plutôt de la campagne vers la ville. Qu'est-ce qui se passe ? La ville redevient attractive, séduisante ? Je pense effectivement qu'on assiste à une mutation très profonde. Je crois que nous sommes passés d'une ville qui concentrait l'emploi, mais qui concentrait aussi les contraintes, vers une ville qui est toujours un poumon économique, mais qui dans le même temps est très soucieuse de la qualité de vie qu'elle offre à ses résidents. Et donc les villes ont entamé une sorte de reconquête de territoires plus ou moins oubliés, à très fort potentiel. Et elles le font avec un moteur très puissant qui est celui du désir. La ville veut se rendre désirable. Et vous, Jean Blaise, ce que vous constatez, c'est que les villes, pour se réenchanter, eh bien, sont de plus en plus en concurrence et elles ont des stratégies différentes. Ah oui, je pense qu'elles sont vraiment en compétition parce qu'on a besoin d'être attractif, on a besoin de faire venir des entreprises, des cadres, du monde et des touristes aussi. Donc il faut que la ville soit belle, soit désirable et qu'elle donne aussi sa singularité.
Hein, et avec le patrimoine contemporain, parce que je crois qu'on va en parler, Tout à fait. On peut justement le faire, on peut se singulariser, se différencier des autres villes, et c'est ce qui se passe, je crois, à Nantes. Effectivement, et nous irons justement à Nantes dans un instant. D'abord, Bordeaux, où nous sommes, Bordeaux où l'on trouve le plus grand périmètre classé de France. Cela a demandé beaucoup de travail, les quais ont été réaménagés, la ville a redécouvert son fleuve, et on le découvre, nous, en images, avec Karim Jbali. S'il fallait conter l'histoire de cette ville et de ce fleuve, il faudrait la commencer comme une petite musique. Une valse à 3 temps, une cité qui d'abord se tourne vers son fleuve, s'en désintéresse pour finalement le retrouver. En 1784, imaginez 3000 navires amarrés le long de ses berges, ce qui fait de Bordeaux le premier port de France. La ville vit de son fleuve. Commerce du bois, commerce du vin, tout le grand sud-ouest transite par ses quais. Une montée en puissance constante à travers les siècles jusqu'à ce 20e. Mais progressivement, le Bordeaux des colonies d'outre-mer ne sera plus qu'une aimable carte postale. Et les chalutiers qui remontaient jusqu'à Terre-Neuve pour chercher la morue ne seront plus qu'un vague souvenir. L'image de ce port, déplacé plus haut vers l'Atlantique, au Verdon, ne sera qu'abandon entre grilles et entrepôts désaffectés. C'est le désamour. Et c'est en 97 que le miracle se produit. Bordeaux se retourne vers son fleuve. Un fleuve devenu l'objet de toutes les attentions. Un aménagement qui va durer près de 10 ans. Les berges redeviennent un espace clé pour la ville. Ce patrimoine industriel reprend vie. Les hangars reconvertis en commerce s'ouvrent sur une piste cyclable. Le cadre est installé, la promenade du dimanche se dessine sur des nuances de bleu et de vert. Les Bordelais se sont réappropriés pleinement ces quais, comme le miroir d'eau, cette gigantesque dalle de granit couverte d'une pellicule d'eau. Et l'on vient parfois de loin pour fixer ces instants où le XVIIIe siècle s'inscrit dans son fleuve. Et on aurait aimé vous offrir le soleil pour cette émission. Malheureusement, vous le voyez, on n'a pas de chance. C'est la pluie qui s'invite. On va quand même continuer malgré cela, évidemment. On va remonter un peu la façade atlantique et faire une halte à Nantes, au cœur précisément de ce qu'on appelle l'île de Nantes. C'est là qu'est mené un des plus grands programmes de rénovation urbaine en France. Clairement, Virginie Charbonneau, Nantes a cherché à conserver son passé de ville portuaire. Oui, effectivement, Marie-Sophie, un passé portuaire qui, rappelons-le, parce que Nantes a été un des principaux ports de la façade atlantique, même si la ville n'est pas située en bord d'océan, mais en bord d'estuaire de la Loire. Le port s'est enrichi grâce au commerce triangulaire au XVIIIe siècle, mais quand l'esclavage a été aboli, eh bien, il a bien fallu que les armateurs se reconvertissent. Beaucoup ont choisi la construction navale et à partir du milieu du XIXe siècle, les chantiers ont fleuri des deux côtés du fleuve. Ici, on a construit à peu près tout ce qui peut flotter, des navires militaires, des paquebots, des cargos et même des sous-marins. Au plus fort, eh bien, il y a eu jusqu'à 7000 personnes employées dans l'industrie navale ici à Nantes. Mais à partir des années 1960, l'activité a commencé à baisser, la concurrence étrangère faisait rage et les chantiers ont fermé les uns après les autres. En 1987, c'est le point final de cette histoire navale ici à Nantes. Le dernier bateau construit dans la ville, le Bougainville, quitte les cales et les chantiers du Bijon, qui étaient les derniers à résister, ferment dans la foulée. Alors que deviennent ensuite ces chantiers navals désormais fermés? Eh bien, pendant plusieurs années, une friche industrielle, une verrue en face du centre-ville de Nantes, dont on ne sait pas vraiment quoi faire et on a l'impression à l'époque que du passé industriel de la ville, on ne peut faire que table rase pour faire de la place dans une ville où la population augmente. On envisage même ici de multiplier les immeubles de bureaux et d'habitation. Mais non, en 1989, Jean-Marc Ayrault est élu maire de la ville et il fait un tout autre choix. Il décide de réhabiliter ce patrimoine industriel, d'en faire une plus-value d'image. C'est un choix politique, mais aussi un pari un peu fou qui fait beaucoup de sceptiques. Alors à cette époque-là, on décide de réhabiliter tous ces sites de ces chantiers navals pour en faire non seulement des lieux de mémoire, mais aussi des lieux de culture, d'exposition. Et vous voyez par exemple l'un des symboles, eh bien, il se trouve derrière moi. C'est cette grue qui était utilisée pour les chantiers navals, pour la manutention et la construction des bateaux. La ville la rachète avec une autre qui est un peu plus loin et qui, elle, est même carrément classée patrimoine historique, monument historique. Et puis on garde aussi différents monuments, notamment les nefs, là où étaient construits autrefois les bateaux. Aujourd'hui, ils n'abritent plus des navires, elles sont devenues la maison de l'éléphant et des machines de l'île. Merci Virginie, on va revenir vers vous. Jean Blaise, vous avez participé, vous, à la revitalisation de la ville de Nantes par la culture. Parlez-nous un peu plus des nefs, du lieu unique.
Oui, c'était ça. Comment faire de ce patrimoine qui est en train de tomber en friche, et en ruine, et qui est très très visible. Alors soit on le rase, c'est ce qui s'est passé pour l'usine Lu. On s'est dit que peut-être il fallait qu'elle disparaisse. Elle n'était pas très loin du centre-ville, de l'hypercentre. Et puis finalement, on en a fait un grand centre culturel, une scène nationale peu commune. C'est-à-dire qu'on a utilisé cette friche, on a utilisé ce passé. C'était quand même un mythe, l'usine Lu. Quand on passait à côté de l'usine, on sentait le petit beurre que les Japonais aussi connaissaient. C'était international. Donc on a gardé ce bâtiment et on en a fait à nouveau quelque chose de très particulier. C'est un centre culturel mais qui est ouvert quasiment 24 heures sur 24 avec un bar, un restaurant, des salles d'expo, de spectacle, un hammam au sous-sol. Voilà. Donc une reconversion qui devait aussi être intelligente et très singulière. Évidemment. Et donc maintenant les fameuses machines qui sont connues dans le monde entier sont aussi installées à Nantes, précisément là où se trouvaient les anciens chantiers navals. Virginie, vous nous montrez? Attention, c'est à nous. Virginie, est-ce que vous pouvez nous montrer ces fameuses machines? Alors oui, effectivement, les machines, il y en a derrière moi. Elles sont un petit peu plus loin ici dans les nefs. Mais la machine de toutes les à Nantes, c'est bien sûr l'éléphant. Lui qui, du haut de ses 12 mètres, toise avec son œil si réaliste les personnes qui l'admirent, les milliers de personnes qui l'admirent chaque année. Il y en a 90 000 qui sont montées sur son dos à bord l'année dernière en 2014. Alors à l'intérieur, on peut le faire barrir, on peut le manipuler. Et c'est cet éléphant qui fait le lien, qui est vraiment le symbole de cette île de Nantes, de cette réhabilitation. Il a donc embarqué 90 000 personnes l'année dernière, c'est énorme, c'était un record. Et il continue à faire rêver parce qu'il symbolise un petit peu tout ce qui peut se faire ici en termes de patrimoine. L'éléphant, il est resté fidèle à la ville de Nantes parce qu'il y a d'autres machines qui, elles, se sont expatriées à l'étranger. Et il en est devenu un petit peu le symbole alors qu'il est relativement récent. Sa première promenade, rappelons-le, ne date que de 2007. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici autour de cette machine de l'éléphant? Et bien d'autres, très symboliques. Ici, le carrousel, vous le voyez juste derrière moi. C'est le carrousel des mondes marins avec des créatures des mondes marins que n'aurait pas renié l'enfant du pays, Jules Verne. Et puis de l'autre côté sur l'île, un bâtiment également très important. Ça s'appelle aujourd'hui Atelier et Chantier de Nantes. C'est devenu un site où il y a une exposition où l'on cultive cette mémoire. Une mémoire justement que certains des anciens ouvriers d'ici considèrent comme dénaturée. Ils parlent même de parc d'attractions sur cette île de Nantes. Alors, cette question, est-ce que le patrimoine industriel est oublié, effacé derrière le tourisme et la culture? C'est un vaste débat ici à Nantes. Merci Virginie. Et cette question, j'ai envie de vous la poser. Jean-Blaise, est-ce que ces développements aujourd'hui font oublier le patrimoine d'hier? Est-ce qu'ils le dénaturent? Non, je ne pense pas. De toute façon, c'était plus un patrimoine, c'était des ruines. Et quand Alexandre Chemetov a commencé à penser à la transformation de l'île de Nantes avec Laurent Théry, il a justement imaginé conserver le maximum de traces. Il a conservé les cales, qui sont très belles. Il a conservé les rails qui traversaient la ville. Et puis les nefs qu'on a vues, qui abritent aujourd'hui l'éléphant. On ne peut pas faire des musées partout. On ne peut pas faire que des musées du passé. Au contraire, il faut qu'on produise à nouveau, qu'on construise à nouveau. Vous avez parlé des machines. Longma, la dernière machine de François de la Rosière, elle part en Chine, à Shanghai. C'est extraordinaire. Évidemment. Alors, merci. Nous sommes toujours à Bordeaux où coule la Garonne. Et si on part au fil de l'eau, si on suit le fleuve, on arrive à Toulouse, la ville de notre géant Airbus. L'aéronautique, c'est le fleuron de notre patrimoine industriel du 21e siècle. Regardez ces images, des tronçons d'A380 qui arrivent de Saint-Nazaire et qui passent ici à Bordeaux sous le pont de Pierre. L'A380 avant d'être assemblé, un voyage comme cela, oui, en morceaux, sur l'eau, puis sur la route. Destination finale, les usines de l'avionneur européen installées dans la banlieue toulousaine, qui se visitent avec beaucoup de succès et où vous vous trouvez, Thierry Saint-Tous, exceptionnellement. Airbus, dans le cadre de ces journées du patrimoine, a accepté que vous vous approchiez au plus près des avions en cours d'assemblage. Et oui, Marie-Sophie, ici, c'est, comme vous l'avez dit, tout à fait exceptionnel de pouvoir être aussi près des avions. Vous en voyez un dernier mois dans cette usine où, comme cet avion, tout est surdimensionné. Nous sommes en pied de chaîne, c'est-à-dire un endroit où on se trouve dans les alvéoles dans lesquels sont assemblés les avions. Il y en a 4 au total. Les avions arrivent ici, comme vous l'avez dit, par tronçon, par partie des sous-ensembles. Ils arrivent de France, de Nantes, de Méholt pour la pointe avant. Ils arrivent d'Allemagne pour des tronçons de fuselage, d'Espagne pour la partie arrière. Et les ailes, elles, que l'on appelle des voilures, arrivent d'Angleterre. Alors,
évidemment, tout cela représente un travail considérable puisqu'il faut autour de 4 mois pour assembler un A380, ici, dans la partie finale de l'assemblage, avant qu'il ne quitte cette usine géante où tous les systèmes auront été testés. On manœuvre bien sûr toutes les gouvernes, on teste les trains d'atterrissage, les portes, on le sort à l'extérieur pour le pressuriser, pour le dépressuriser. Bref, quand tout a été construit, câblé et essayé, l'avion est remis au service des essais en vol. De là, il va faire son premier vol d'essai, il va partir en direction de Hambourg pour être livré à son client après que les aménagements commerciaux aient été faits, c'est-à-dire les fauteuils et le décor évidemment intérieur de l'avion. Tout ceci est gigantesque. Nous sommes dans une autre échelle. Regardez plutôt sur ces images. Dans le hall d'assemblage pourraient entrer 20 terrains de rugby. Ici à Toulouse, on compte plus un terrain de rugby qu'un terrain de foot, vous le savez Marie-Sophie. Et il y a 2 chaînes d'assemblage parallèles, comme on le voit bien sur ces images aériennes. L'ensemble de la structure recouvre 10 hectares. Elle pèse 32 000 tonnes. 32 000 tonnes, ça fait l'équivalent de 4 tours Eiffel. Elle mesure 500 mètres de long sur 250 mètres de large et sur presque 50 mètres de haut, 46 mètres exactement. Et de la hauteur, il en faut. Car regardez derrière moi, cette A380 qui va être livrée à Emirates. Regardez bien la queue de l'avion tout à fait au sommet. On est à 36 mètres de haut quand on est au sommet de cet appareil. Eh bien, il faut évidemment des portes gigantesques et des bâtiments gigantesques pour pouvoir les sortir et les rentrer. Pour vous donner une idée, la dérive qui est derrière moi, elle fait à peu près l'envergure, c'est-à-dire la longueur d'une aile d'A320 ou de Boeing 737, ces avions que l'on prend tous les jours pour relier Toulouse à Paris ou bien Marseille à Paris. Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance d'être ici près des avions en construction pour cette journée du patrimoine. Airbus nous a permis, avec ce groupe de visiteurs, d'être ici. Mais les visites se poursuivent le reste de l'année. Elles ne peuvent pas se faire toujours en pied de chaîne, alors elles se font un peu plus haut, sur une passerelle que vous ne voyez pas, qui est un belvédère formidable, qui permet de voir la totalité de la scène d'assemblage. Les visiteurs, eux, peuvent être renseignés sur toute la façon dont on procède pour fabriquer un avion. Et après, eh bien évidemment, ils ont la possibilité également de regarder des films ou de se faire expliquer ce qu'est globalement notre industrie aéronautique. Et puis, tout près d'ici, nous avons un autre site qui rencontre un très grand succès et qui est une très bonne surprise depuis son ouverture il y a un peu moins d'un an, c'est le musée Aéroscopia. Alors ici, à Aéroscopia, eh bien, on parle plutôt des avions d'autrefois, alors que dans les chaînes d'assemblage de l'A380, on parle de ceux d'aujourd'hui et sans doute aussi de ceux de demain. Merci Thierry. Il y a donc le patrimoine industriel qui se construit, qui se visite et aussi celui où l'on peut habiter, vivre. Exemple parfait, le Familistère de Guise dans l'Aisne, bâtiment exceptionnel, classé monument historique. À l'époque, c'est dans cette bâtisse imposante qu'un patron a installé ses ouvriers dans des appartements dignes de la grande bourgeoisie. Quand l'architecture réenchante la vie, apporte du rêve et de l'espoir. Thibaut Risman, vous êtes sur place et cette histoire aussi belle qu'étonnante, c'est vous qui nous la racontez. Bonjour Marie-Sophie, bienvenue en Picardie. Vous avez tout dit ou presque. Regardez, bienvenue dans la machine à habiter ensemble. Il faut se replacer dans le contexte de cette fameuse révolution industrielle. On est dans une phase où tout est en train de se jouer au niveau économique. Et un seul homme, que vous allez voir à l'écran, pas forcément très joyeux comme ça quand on le voit sur sa statue, Jean-Baptiste André Gaudin, s'est dit, lui-même traumatisé en étant ouvrier par les conditions de travail, s'est dit, moi-même, maintenant que je suis patron et que je fabrique des cheminées qui se vendent bien, je vais offrir à tout le monde le confort de la bourgeoisie. À tous mes ouvriers, je vais les mettre dans les conditions les meilleures pour pouvoir être le plus efficace possible au travail, avec toute une philosophie derrière. Vous avez une piscine qui s'est construite ici, vous avez un théâtre, vous avez une bibliothèque, vous avez une salle d'école et surtout, vous avez des logements qui étaient offerts à tous ceux qui travaillaient dans l'usine avec l'eau courante. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'à l'époque, c'était complètement inconcevable et complètement incroyable. Vous voyez cette grande verrière qui est à l'intérieur où tous les habitants sont les uns en face des autres avec ces entrées d'appartements. Il y avait 1800 personnes qui habitaient ici à la fin du 19e, vous imaginez. Et donc, vous le disiez, Marie-Sophie, 1800 personnes à l'époque. Il y en a encore 20 aujourd'hui qui habitent ici. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gardien, l'homme des clés ici de ce familistère. Vous êtes un familistérien, on va dire ça comme ça. Vous connaissez ce familistère depuis l'âge de 5 ans. On est dans l'appartement de votre maman ici. Ma maman, oui. Et donc, on est arrivé ici en 73 et bon, c'est vrai qu'habiter au familistère, c'est une chance parce qu'avoir une cour couverte, avoir l'eau courante, les toilettes. Ces appartements étaient extrêmement modernes à l'époque. Hein. C'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour tout le monde.
c'est fabuleux pour les gens qui n'avaient plus besoin d'aller dehors pour aller aux toilettes, d'aller chercher de l'eau au fond du jardin. Et regardez, madame, elle est là, elle regarde votre émission, Marie-Sophie, elle vous regarde en direct dans sa télé. Et voilà, cette personne habite encore ici. C'est donc un musée véritablement habité. Et c'est un musée que vous pouvez venir visiter à l'occasion de ces journées du patrimoine, découvrir cette révolution morale que Gaudin avait lancée à l'époque. Merci de nous avoir accueillis. Merci Thibaut. Xavier Lébar, j'ai envie de connaître votre point de vue sur ce familistère. Est-ce que encore aujourd'hui, il existe des patrons à la papa comme ce monsieur Gaudin? Moi, j'ai un regard plutôt bienveillant sur les grandes utopies qui ont jalonné l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, parce que je pense qu'elles sont portées par une forme de générosité. Et je crois que pour continuer à faire la ville aujourd'hui, l'utopie est nécessaire, une utopie concrète, mais une utopie quand même, parce que l'utopie, c'est un projet. Et finalement, c'est un projet d'un avenir meilleur, mais pas d'un avenir meilleur individuel, d'un avenir meilleur collectif. Et je pense que ça, c'est un excellent moteur pour retrouver de l'énergie positive et fabriquer de la ville. Mais on a l'impression que dans les projets qui sont menés aujourd'hui, c'est plus les notions économiques qui comptent et non pas le bien vivre des personnes qui seront dans les bâtiments construits. On pourrait peut-être un peu nuancer, mais c'est vrai qu'il faut être très prudent à ne pas marchandiser l'architecture et l'urbanisme, à garder des leviers importants qui sont la poésie urbaine, le plaisir à vivre. C'est vrai qu'on peut être un peu surpris lorsqu'aujourd'hui, dans l'acte d'achat d'un logement par exemple, on met davantage en avant des questions fiscales qu'un projet de vie. Donc c'est vrai qu'il faut être prudent et je pense que, encore une fois, l'idée d'avoir un projet généreux, d'avoir un projet collectif, d'avoir un projet partagé, c'est probablement un excellent moteur pour faire la ville. Évidemment. Allez, on va repartir au fil de l'eau, toujours à la recherche de notre patrimoine industriel qui évolue et qui se transforme. Cette fois-ci, les bords du Rhin, direction la presqu'île Malraux à Strasbourg, qui elle aussi mérite plus que le détour. Une partie de l'ancienne zone portuaire sur le fleuve est tombée en friche industrielle, puis elle a été métamorphosée en un nouveau lieu de vie dans la ville. Le patrimoine d'hier est réinvesti par les générations d'aujourd'hui. Anne de Chalandard, vous êtes sur place, dites-nous tout. Bonjour Marie-Sophie. Eh bien, je vous présente tout de suite en fait les deux gardiennes de la mémoire portuaire du site, les deux grues à portique conservées et restaurées qui donnent un cachet si particulier au lieu. Alors depuis une quinzaine d'années, les différentes équipes municipales ont poursuivi le même objectif, créer un nouveau lieu central ici, juste à côté en fait de l'hypercentre historique de Strasbourg. Et la métamorphose, eh bien, vous allez le voir, elle a vraiment été radicale de ce quartier. Jusqu'au début des années 2000, c'était une friche industrielle avec ces trois bâtiments emblématiques du site, trois entrepôts construits dans les années 30 par Zig Müller, une compagnie d'armateurs navals. La volonté politique a été de conserver l'esprit de ces bâtiments industriels en briques rouges tout en les modernisant. La première réalisation, c'est la médiathèque André Malraux, construite à partir d'un silo et d'un magasin d'entreposage. La deuxième réalisation, les docks, mélange audacieux de construction très moderne sur le bâtiment existant. On y trouve des logements plutôt très haut de gamme, des bureaux, des restaurants et puis un espace dédié au numérique. Et la troisième et dernière réalisation qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, c'est la transformation d'un autre silo en une maison universitaire internationale. Alors dans le quartier, on trouve aussi un centre commercial, un complexe de cinéma. C'est donc un lieu de vie, un lieu de loisirs. Et c'est un quartier toujours en devenir. Les constructions ici, elles poussent comme des champignons. Et on a préparé rien que pour vous une visite inédite, car virtuelle, celle des tours Black Swans, les cygnes noirs. 3 tours qui devraient être achevées d'ici 2 ou 3 ans. Alors côté travaux, on n'en est vraiment encore qu'aux fondations. Mais voilà à quoi devrait ressembler le quartier de la presqu'île Malraux prochainement. Le projet Black Swan comprendra des commerces, un hôtel 4 étoiles, une résidence étudiante et puis surtout des logements, là encore, un très haut de gamme. On va pénétrer dans l'un d'entre eux, on va faire un rapide tour du propriétaire. Et puis pour découvrir un des atouts majeurs, un de ces appartements, la vue depuis la terrasse, la vue sur évidemment
la cathédrale de Strasbourg. Voilà une transition toute trouvée pour vous dire qu'évidemment les journées du patrimoine à Strasbourg se concentrent sur le centre historique, évidemment l'ellipse insulaire, hein, comme on l'appelle ici, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1988, avec notamment son joyau, la cathédrale de Strasbourg, qui célèbre cette année le millénaire hein, de ses fondations. Et c'est une autre histoire qu'on vous racontera ce soir, hein, Marie-Sophie, puisqu'on vous attend avec grand plaisir, plein de surprises sur le parvis de la cathédrale à partir de 20h20. Oui, merci Anne. Et donc, j'aurai le plaisir effectivement de vous retrouver ce soir à Strasbourg à partir de 20h20. Xavier Lébar, on a vu les images virtuelles de ces tours qui vont naître à Strasbourg. Vous avez, vous, le projet d'une tour géante ici à Bordeaux, 53 mètres de haut, 19 étages. Le permis de construire a été déposé. Est-ce qu'aujourd'hui, pour loger tout le monde, on n'a plus d'autre choix que la verticalité ? Moi, je pense que les verticales ou les tours, elles sont nécessaires dans les villes. Elles sont nécessaires parce que d'abord, elles introduisent du rythme, elles introduisent une dynamique. Et si je suis conscient du fait qu'on partagera facilement que les villes doivent être attentives à leur patrimoine, elles doivent le protéger, ça fait partie de leur identité. Dans le même temps, une ville qui ne resterait que sur une sorte de trame urbaine héritée du 18e, je pense que c'est une ville qui à un moment donné se meurt. Donc la verticale, c'est une vibration dans la ville qui peut intervenir, je crois, comme une sorte d'acupuncture urbaine. C'est-à-dire c'est des points névralgiques. Il ne s'agit pas d'inonder la ville de verticale. En revanche, considérer qu'il y a des lieux, des espaces dans la ville qui sont propices à ces émergences, je crois que c'est absolument nécessaire. Bon, alors en tout cas, après la Garonne, après le Rhin, la Seine, direction la capitale et plus précisément la banlieue parisienne, on vous emmène sur l'île Seguin où se trouvaient les usines Renault qui depuis ont fermé. Le site est en plein réaménagement, la rénovation de l'île Seguin avec Aude Blacher et Norbert Cohen. De l'ancienne usine Renault, il ne reste que ce panneau. Laissé à l'abandon il y a 20 ans, l'île Seguin se réveille peu à peu de sa torpeur. Depuis quelques mois, les pelleteuses et les grues ont investi les allées. La révolution culturelle est en marche. Ça sera vraiment la restitution de l'île aux Boulonnais, sur laquelle ils n'ont pas pu venir pendant près d'un siècle, puisque c'était des ateliers qui étaient totalement privatisés. Donc là, il y aura l'art contemporain, là, il y a la musique. Et le reste, ça sera cinéma, ça sera pôle de destination culturelle. 12 hectares de friches à penser, aménagés, et un premier bâtiment qui déjà sort de terre, la Cité de la musique, située sur la pointe aval de l'île. Ici, on se livre à une véritable course contre la montre. L'ouverture est prévue dans un an. 500 personnes travaillent sur ce chantier titanesque. Il était demandé un bâtiment qui soit à la fois iconique, c'est la porte d'entrée ouest de Paris. On a adjoint un élément architectural fort qui est l'œuf en bois qui va abriter l'auditorium et qui est accompagné d'une voile avec des supports photovoltaïques qui va donc évoquer cette idée de bateau, de navire. Un chantier suivi pas à pas par les habitants du quartier en construction de l'autre côté du pont. 7500 nouveaux habitants en 4 ans, le double d'ici 3 ans. Ça ne se rate pas, parce que des endroits comme ça, il n'y en a plus qu'un à Paris. Puis c'est très intéressant d'être dans un endroit qui est évolutif. Il faudra pourtant s'armer de patience. La transformation de l'île Seguin en oasis culturelle ne devrait pas s'achever avant plusieurs années. Allez, retour ici à Bordeaux où on va retrouver Élise Galland en pleine visite du pont Chaban-Delmas avec un petit groupe. Élise, quand le pont se lève pour laisser passer les très gros bateaux, c'est à chaque fois un spectacle saisissant. Vous êtes, vous, justement dans le poste de commandement avec l'homme qui supervise la manœuvre. Oui, et il est en pleine explication dans ce poste de commandement. C'est un peu la tour de contrôle de ce pont Chaban-Delmas, un lieu exceptionnellement ouvert au public. La levée du pont, l'homme qui la supervise, cette levée, c'est Laurent Rasquaille. Laurent, excusez-moi, je vous interromps un instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce pont fonctionne ? Oui, alors c'est relativement simple. C'est exactement le même fonctionnement qu'un ascenseur classique avec un système de contrepoids. Ici, vous avez environ 600 tonnes de contrepoids dans chaque pylône, une machinerie dans les embasses, donc sous les pylônes, qui vont entraîner justement ce système de contrepoids et ainsi faire monter la travée ou descendre. Alors, la levée de la travée prend seulement 11 minutes et vous avez vu, vous passer ici, des bateaux mythiques. Oui, effectivement. Donc, par exemple, l'Hermione, un des derniers en date. Le Belém également, qui était présent aussi à l'inauguration du pont, il y a un petit peu plus de 2 ans. Et bien entendu, la course du Figaro, qui démarre à Bordeaux tous les 2 ans. De très beaux voiliers, mais pas seulement. Il y a aussi de grands paquebots qui passent ici. Combien cette année ?
Oui, tout à fait, oui. Environ 33 paquebots cette année, un petit peu moins l'année dernière, il me semble 25. Bon, ça représente quand même 84 levées en 2015, c'est beaucoup. Merci. Alors, ces levées l'année dernière, ces bateaux, ça représente 36 000 passagers qui dépensent en moyenne 200 € chacun. Ça fait quasiment 7 millions d'euros pour la ville. Vous voyez, le pont Jacques Chaban-Delmas a donc un réel impact économique. Mais je vois que la visite se poursuit. On continue donc avec le groupe et on vous retrouve tout à l'heure, Marie-Sophie. Avec plaisir, Élise. Et on a effectivement encore plein de choses à découvrir dans cette émission. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à midi avec les 24 antennes régionales de France 3 qui sont mobilisées sur le terrain. On est au cœur de notre tour de France des merveilles de notre patrimoine. On va encore aller au Havre, à La Rochelle, à Marseille. Mais tout de suite, autre exemple de rénovation urbaine particulièrement étonnante et réussie. Notre patrimoine industriel au fil de l'eau. C'est le thème de cette émission. Et bien direction Lyon où nous attend Paul Satis sur la Saône. La ville de Lyon s'est considérablement renouvelée ces dernières années avec des constructions très audacieuses. Il y a 9 mois, jour pour jour, c'est le musée des Confluences qui a été inauguré. Paul, avec vous, on va remonter la rivière et aller de surprise en surprise. Bonjour Marie-Sophie, c'est vrai qu'il y a beaucoup à voir ici à Lyon. Alors vous le savez, il y a 2 cours d'eau, la Saône sur laquelle on est en train de naviguer, puis le Rhône qui est un peu plus loin là-bas. Les deux se rejoignent à un endroit qu'on appelle la Confluence avec le musée du même nom dont vous venez de parler à l'instant, qui est un peu l'emblème. Mais il y a beaucoup de choses d'autres à voir dans ce quartier qui a énormément changé. Il y a 15 ans, rien de ce que vous pouvez voir ici n'existait. C'était une zone industrielle. Il y avait un marché de gros alimentaire, un centre de tri postal ou encore un port fluvial. 120 hectares au total qui ont été réaménagés. Imaginez un peu, c'est en fait la taille du centre-ville de Lyon qui va doubler avec ce projet Confluence. Le chantier est d'ailleurs très loin d'être terminé. La deuxième phase va durer encore une dizaine d'années. Une des idées ici, c'était de mélanger des logements, de mélanger des pôles de loisirs et surtout de l'activité économique. Des sociétés prestigieuses se sont installées. Vous voyez là juste derrière moi ici le siège de la société d'événementiel JL Events. Et puis juste à côté, ce très gros cube vert, c'est le siège de la chaîne de télévision européenne Euronews. C'est un bâtiment tout neuf, 10 000 m². Il est en cours de déménagement. Ça devrait s'achever dans quelques jours. Et le PDG d'Euronews, Michael Peters, est avec nous. Venez me rejoindre, Michael Peters. C'est une architecture, ce cube vert, qui fait énormément parler. Pourquoi autant d'audace architecturale? C'était une histoire de com, peut-être? Je crois que c'est avant tout un geste architectural fort dont je suis tombé totalement amoureux, qui a été fait par Jacob McFarlane. C'est une ouverture sur le monde. Je pense qu'on voit bien ici les 2 ouvertures et je trouve que ça correspondait bien à un média comme le nôtre. Et pourquoi ce vert flashy? Alors ça c'est une petite histoire. J'ai un ami très proche qui a un petit club de foot à Lyon qui s'appelle l'OL. Et on se fait un petit concours de taquinerie tous les deux. Et je crois que là je l'ai mis sur KO, parce que pour ceux qui savent, à Lyon, la couleur vert représente la couleur maudite de Saint-Étienne. Évidemment. Ce quartier, c'est le premier en France qui est labellisé éco-durable par le WWF. Ça veut dire que c'est un bâtiment finalement qui consomme très peu d'énergie, ce qui est un peu la philosophie globale de ce quartier. Oui, je crois qu'aujourd'hui, travailler dans une entreprise, c'est aussi faire des gestes citoyens, essayer de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et un média comme le nôtre, qui sommes justement là pour porter un regard sur tout ça, se devait d'être crédible par rapport au discours que nous tenions. Merci Michael Peters. Alors c'est vrai que c'est un quartier ici qui mélange les genres. Il ne s'agissait pas de tout raser, de faire des bâtiments comme Euronews, mais aussi de conserver la mémoire industrielle. Ici avec les 2 silos, c'est ce qu'on appelle la sucrière. C'est un bâtiment des années 30 qui était une usine de sucre. Aujourd'hui c'est un lieu d'exposition. En ce moment à l'intérieur de ce bâtiment il y a la Biennale d'art contemporain. Un peu plus loin là-bas vous allez l'apercevoir, il y a ce qu'on appelle le cube orange. Alors à l'intérieur il y a des bureaux, le siège d'un groupe immobilier Cardinal, signé d'ailleurs du même architecte que le cube vert, le cabinet Jacob McFarlane, et un bâtiment qui est déjà surnommé la Mimolette par les Lyonnais. Pourquoi orange, me direz-vous? Eh bien ça n'a rien à voir avec une référence fromagère. L'orange est censé justement rappeler la mémoire industrielle de ce site. On va d'ailleurs arrêter là la croisière, Marie-Sophie. Si on montait encore, on arriverait en plein centre de Lyon, dans un quartier qui est Renaissance, 2 époques qui se côtoient et toutes reliées par un même cours d'eau. Eh bien, merci Paul. Alors, on l'a vu vraiment, créativité totale, bâtiment ultramoderne à Lyon. Xavier Lébar, est-ce que l'architecture peut se mettre au service de l'entreprise? Je m'explique. Est-ce que, pour le salarié, par exemple, ça change quelque chose de travailler dans un bâtiment comme ceux que l'on vient de voir?
Je pense que l'architecture à destination d'entreprise est en ce moment extrêmement créative et inventive parce qu'elle conjugue trois enjeux. Un enjeu d'enveloppe, c'est-à-dire que l'entreprise est soucieuse de l'image qu'elle renvoie à travers l'édifice qu'elle construit. Elle conjugue des enjeux d'espace intérieur, c'est-à-dire que pour avoir les meilleurs talents, il faut les plus beaux espaces, il faut le meilleur confort de travail. Et puis elle conjugue un autre enjeu qui est, je pense, une très grande réactivité au changement. L'architecture à destination des entreprises, elle est très réactive sur les grandes mutations qui nous traversent. Alors je pense aux espaces partagés, je pense à ce qu'on appelle le coworking, à tous ces phénomènes de société qui finalement sont en train de faire évoluer de manière assez radicale l'espace de travail. Alors c'est vraiment surprenant de voir comment les villes, en tout cas, se redessinent et comment elles installent dans notre paysage le patrimoine de demain. Je vous propose qu'on s'invite maintenant au Havre. Le Havre qui a souffert de la guerre, qui s'est reconstruite par et grâce à la mer. Aujourd'hui, l'activité portuaire reste forte. Les cargos porte-conteneurs font partie du décor, mais pas seulement. Le quartier de l'Eure, où se trouvent les anciens docks, est en pleine mutation. Des grands projets immobiliers ont été menés. La culture et les loisirs font revenir les populations. Gwenaëlle Bron, vous avez choisi une œuvre d'art, une piscine signée Jean Nouvel pour nous parler de ce renouveau. Bonjour Marie-Sophie, bienvenue au Bain des Docks, une piscine tout à fait hors du commun, unique en France. D'abord parce qu'elle est signée Jean Nouvel, vous le disiez, l'architecte s'est inspiré des termes romains. Alors la mosaïque est ici omniprésente, le bâtiment est épuré et comme beaucoup d'artistes avant lui, Jean Nouvel a été séduit par la lumière havraise. Alors eh bien il joue avec elle, mais aussi avec les lignes, avec les volumes et également avec les couleurs, notamment dans le bassin ludique réservé aux tout petits. L'établissement, ouvert en 2008, a répondu aux besoins de l'agglomération qui était sous-équipée. On y vient de tous les quartiers de la ville parce que finalement la signature Jean Nouvel n'implique pas de surcoût. Hors balnéo, finalement, on est sur les tarifs d'une piscine standard. Je vous propose, Marie-Sophie, de découvrir l'intérieur dans quelques minutes, juste le temps que j'y aille. À tout de suite. À tout de suite. Oui, très bien Gwenaëlle, on vous laisse entrer et on revient vers vous. Jean-Blaise, il se trouve que vous avez été choisi, vous, le Monsieur Culture de Nantes, pour organiser les festivités de la ville du Havre, qui va fêter les 500 ans de sa fondation. Ce sera en 2017, vous serez le directeur artistique de l'événement. Qu'est-ce qui vous a séduit au Havre ? C'est une ville d'exception, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens ne le savent pas encore. On va à Honfleur quand on habite Paris et on ne va pas jusqu'au Havre parce qu'on voit des usines, on voit des hangars et donc on a un petit peu peur, on ne s'approche pas. Alors que la ville est exceptionnelle, l'architecture de Perret est incroyable. Tout là respire l'utopie, mais l'utopie réalisée et l'utopie réussie. Et en quelques mots, à quoi doit-on s'attendre pour 2017 ? On va révéler la ville avec des artistes partout, dans toutes les rues. Pendant 4 mois, on va faire une grande ouverture avec une compagnie dont je n'ai pas le droit de parler, mais que les Havrais connaissent bien, ils s'en souviennent très bien. Voilà, on va faire en sorte que cette ville soit révélée au grand public, mais aussi aux touristes, mais aussi très loin du Havre, à l'extérieur. Eh ben, on sera très attentif à cela. On va retrouver Gwenaëlle, ça y est, elle est à l'intérieur de la piscine Jean Nouvel. Voilà, j'y suis Marie-Sophie. Alors on voit nettement à l'intérieur l'influence des termes romains puisque nous sommes passés à des bains plus petits, plus intimes sur différents niveaux. Et on alterne finalement, comme à l'Antiquité, entre bains chauds, froids même si l'on souhaite, et bains bouillonnants. Ici, le maître mot, vous l'avez compris, c'est le bien-être. Et c'est finalement ce qui attire les nombreux habitués du lieu. Madame Ricci est une inconditionnelle, je crois. Qu'est-ce qui vous séduit tant ici, madame ? La détente physique et morale. C'est un art de vivre. Chez les Romains, il est exact que les bains avaient un rôle social très important. Donc ici, nous alternons les exercices physiques et les liens et le plaisir des liens qu'on tisse avec les autres dans les échanges, l'écoute, l'enrichissement mutuel. En gros, c'est le mens sana in corpore sano que nous recherchons. Merci beaucoup, Madame Ricci. Autre singularité du lieu, eh bien, c'est sa situation, puisque la piscine a marqué le renouveau de la partie portuaire du quartier de l'Eure, tombée en désuétude dans les années 70 et qui était encore en friche il y a seulement 10 ans à peine. Depuis, la métamorphose est totale, notamment avec la réhabilitation des docks. À la place de ces gigantesques hangars où étaient stockées les cargaisons de café et de coton, eh bien, on trouve une structure, une galerie commerciale, une salle de spectacle. L'objectif était de transformer ces bâtiments tout en conservant les traces du passé. Et bien de ce point de vue-là, on peut dire que c'est tout à fait réussi. Le quartier s'anime petit à petit grâce à l'émergence du pôle universitaire et puis de constructions récentes, parmi elles la cité universitaire ad hoc
qui est un habitat pour le moins insolite puisqu'il est fait à base de conteneurs. Les Bains des Docks apportent leur contribution à ce nouveau paysage. Le choix d'une signature de renom avait pour objectif de faire changer l'image du quartier et plus largement avec des œuvres majeures, celle du Havre, une ville qui, vous l'avez vu, bouillonne d'idées nouvelles. Merci Gwenaëlle, on va repartir au fil de l'eau. On va se déplacer dans une autre ville portuaire, celle de La Rochelle, plus au sud. Là aussi, un patrimoine industriel très fort, lié à la pêche, un patrimoine que la ville n'a pas cherché à gommer. L'ancien port de pêche a été déménagé, remplacé par un port de plaisance qui est devenu l'un des plus importants de France. La Rochelle a su évoluer, se transformer. Olivier Rioux, je vous laisse raconter la suite. Vous êtes sur un bateau du musée maritime de La Rochelle. Oui, bonjour Marie-Sophie, nous sommes sur le Francin, sur le pont supérieur de ce bateau qui se visite pour les Journées du patrimoine. C'est une ancienne frégate météo désarmée dans les années 80. Elle est aujourd'hui devenue l'emblème du musée maritime de La Rochelle, un musée que vous pouvez apercevoir derrière moi, un musée maritime à terre sur le site de l'ancienne criée, mais aussi sur l'eau avec tous ces bateaux comme l'Angoumois, ce pêche arrière de la grande époque du large, de la pêche industrielle qui a perduré ici jusque dans les années 80. Il faut imaginer, ces bateaux partaient pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve, des campagnes de plusieurs mois, et déchargeaient à leur retour, là, à l'Ancan, à l'ancienne criée, des milliers de tonnes de poissons qui ont fait la richesse des armateurs, leur fortune, et aussi la renommée de La Rochelle. Aujourd'hui, cette criée a gardé son architecture. D'origine, elle a été complètement réaménagée et retrace toute cette période de l'histoire rochelaise. Et on y tient ainsi, parce que forcément, c'est une trace. Parce qu'à la fin de cette grande époque, la ville a su rebondir. Elle s'est tournée vers d'autres bateaux, vers d'autres métiers, vers la plaisance. Nous y voilà. L'industrie nautique, en fait, est devenue le moteur, l'architecte de ce qui est devenu La Rochelle. Aujourd'hui, 4 grands bassins, les Minimes, le Vieux-Port, le bassin des Chalutiers où nous sommes. L'ensemble forme le plus grand port d'Europe en France, le plus grand port d'Europe avec 4600 places à flot. En clair, ici, Marie-Sophie, à chaque port, ses navires, ses métiers, son aire commerciale, son influence urbaine et son patrimoine. Merci Olivier. Et pour satisfaire tous les goûts, on va changer de littoral. Cap à l'est, vers un autre port remarquable, celui de Marseille, où un second symbole après la bonne mer s'impose depuis 2 ans. Je veux parler du MUCEM, le musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée. Il est déjà entré dans le cercle très fermé des 50 musées les plus visités au monde. Construction magistrale au bord de l'eau, projet culturel ambitieux, là aussi pour réhabiliter des friches industrielles laissées à l'abandon. Noémie Dahan, vous êtes devant le MUCEM qui connaît un immense succès populaire et cela se confirme encore sur ces Journées du patrimoine. 5 millions de visiteurs depuis son ouverture et puis 20 000 personnes attendues encore lors de ce week-end des Journées du patrimoine avec des surprises réservées à ceux qui viendront le découvrir, comme cette boule géante que vous apercevez sans doute derrière moi, une boule rouge que l'on doit à un artiste américain, Kurt Persch, installation éphémère lors de ces Journées du patrimoine. Il y aura donc beaucoup de monde, beaucoup de vent aussi comme vous le voyez. Ici nous sommes sur le Fort Saint-Jean érigé au XIIe siècle. Pourquoi je vous parle du Fort Saint-Jean ? Eh bien, parce qu'on a souvent l'impression que le MUCEM, c'est ce bâtiment que vous voyez derrière moi, l'édifice, un édifice à l'architecture avant-gardiste. Eh bien non, le MUCEM, c'est la réunion, ce trait d'union entre ce fort ancestral érigé au XIIe siècle et puis ce bâtiment à l'architecture si particulière. Un bâtiment qui a été imaginé par l'architecte marseillais Rudy Ricciotti en 2002. Il parle de ce bâtiment et il évoque une architecture féminine et musculaire, selon ses propres mots, grâce à cette résille de béton ciselé tout autour, un béton à la technologie inédite et aux propriétés proches de l'acier, habituellement utilisé pour le cœur des centrales nucléaires. Et c'est la première fois qu'un architecte a décidé de s'en servir pour un bâtiment complet. Le MUCEM, c'est également le symbole de la rénovation du quartier de la Joliette, quartier portuaire qui a connu la plus grande opération de réaménagement urbain du territoire marseillais. La première phase de l'opération appelée Euroméditerranée vient de s'achever, elle a duré 20 ans. Gros plan sur ce nouveau quartier ultra moderne, signé Estelle Mathieu et Malik Karouche. Euroméditerranée, ou le dernier né des quartiers marseillais. On y entre avec l'histoire. L'origine du Fort Saint-Jean remonte au XIIe siècle.
Et on en sort avec une réalisation ultra-moderne. 33 étages, 147 mètres de haut, la tour CMA-CGM, siège d'une grande compagnie maritime. Entre les deux, 310 hectares entièrement repensés et un emblème, le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est à mon avis une parfaite réussite et que c'est certainement la réalisation la plus spectaculaire à ce jour. Avec l'attrait du MUCEM et des terrasses du port, plus grand centre commercial sur la mer, on a presque oublié ce qu'il y avait avant. Une esplanade vide, des entrepôts qu'il a fallu démolir et une étroite passerelle remplacée par un spacieux boulevard. C'est réussi, c'est vivant, on y travaille, on peut y manger, on a des musées, donc on a une véritable ville qui est au cœur de Marseille. Quelques chiffres résument la zone, 5000 logements neufs, 800 sociétés implantées, 11 hôtels, 12 lieux culturels, un tramway. Une modernité où se sont intégrés deux éléments du passé, les docks et le silo. Un des enjeux, c'était à la fois de faire cette transition entre ce passé industriel et portuaire du port, et son avenir aussi, en mettant en valeur des éléments du patrimoine du port, dont le silo. Le silo devenu salle de spectacle. Avec Euroméditerranée, Marseille tient donc sa nouvelle identité. L'architecture moderne, comme celle du paquebot, un hôtel 4 étoiles, est un clin d'œil au passé. De la digue du large, face à la skyline, le Marseille du XXIe siècle se dévoile. Et je suis avec Pascal, un visiteur qui est venu admirer le MUCEM. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui, Pascal? Architecture extraordinaire, journée du patrimoine, excellente journée de temps magnifique. Voilà, c'est des balades que l'on fait régulièrement quand on est marseillais. Merci Pascal. Lieu d'exposition, de concerts, de débats, mais aussi simplement de balades. Le MUCEM n'a pas fini de réenchanter Marseille. Merci Noémie. Alors depuis le début de cette émission, on vous montre une France qui bouge, qui se réinvente et qui est fière de son patrimoine industriel et qui le met en valeur avec de nouveaux projets, de nouvelles constructions. Mais évidemment tout cela, cela coûte cher, très cher. Et ailleurs, en Europe, dans des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, des villes se mettent à déléguer des quartiers entiers à des promoteurs privés. Clairement, le promoteur s'occupe de tout. Xavier Lébar, vous, l'architecte, quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou souhaiter que ce modèle arrive en France? Je pense qu'il faut être très prudent sur ces enjeux. Il me semble que dans la fabrication de la ville, chacun doit avoir son rôle, sa place et sa compétence. De mon point de vue, ce qui relève du cap, de ce qu'on appelle le récit urbain, c'est d'abord de la responsabilité politique, parce que c'est lui qui a la légitimité, et c'est lui qui a finalement la responsabilité du bien commun. On va retrouver Élise Galland. Ça y est, elle est toujours sur le pont Chaban-Delmas, mais elle est tout en haut. Élise Galland, montrez-nous. Oui, Marie-Sophie, la vue depuis votre plateau est très belle, mais regardez celle qui s'offre à nous. C'est à couper le souffle. Nous sommes à 72 mètres de haut dans l'un des 4 pylônes du pont Chaban-Delmas. Ils abritent une partie du mécanisme qui permet de lever la travée centrale de ce pont. Un pont véritablement impressionnant, 433 mètres de long et presque 45 mètres de large pour 4 voies de circulation urbaine, 2 voies pour les transports en commun et autre singularité, 2 passerelles séparées pour les cyclistes et les piétons. D'ici, on voit parfaitement comment ce 7e pont bordelais boucle la ville, reliant les façades historiques du XVIIIe siècle de la rive gauche à la rive droite avec ses friches industrielles en plein essor. Car le Bordeaux de demain se construit de chaque côté de ce pont. Il n'y a qu'à voir la nuée de grues qui nous entoure pour en avoir la preuve. Il faudra donc, Marie-Sophie, revenir pour découvrir ce futur patrimoine architectural du XXIe siècle, car Bordeaux est loin d'avoir fini sa transformation. Merci Élise et nous reviendrons avec plaisir. Cette première émission sur notre folle journée du patrimoine touche à sa fin. On va se retrouver cet après-midi à partir de 15h20 au Clos Vougeot en Bourgogne pour continuer de notre patrimoine, mais alors cette fois-ci historique au fil des siècles. Arnaud Lefebvre, vous êtes déjà sur place, tout est prêt ?
Oui, Marie-Sophie, nous vous attendons devant ce beau château, superbe château, au cœur du vignoble, dont le terroir vient d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pour fêter ça, nous ferons couler le jus de raisin depuis un pressoir du 15e siècle tout à l'heure. Et puis comme derrière l'histoire des monuments se cachent des aventures humaines, c'est ce que nous vous raconterons depuis le Mont-Saint-Michel, les Baux-de-Provence ou encore la Grande Chartreuse en Isère. Le tout avec Franck Ferrand, l'historien sera là pour nous parler de sa passion pour la sauvegarde du patrimoine. Il ne manque plus que vous, Marie-Sophie. Rendez-vous à 15h20. Oui Arnaud, je vous retrouverai avec plaisir à partir de 15h20 pour la suite donc de notre folle journée du patrimoine. 3 lieux, je vous le rappelle, 3 émissions d'ici ce soir. Merci à tous nos journalistes qui étaient sur place et qui nous ont fait vivre et qui nous ont raconté les merveilles qu'ils avaient autour d'eux. Merci à nos invités qui eux ont su nous faire partager leur passion et leur savoir. J'aurais juste une petite question rapidement, je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre tous les deux. Est-ce que ces constructions contemporaines que l'on a vu, celle d'aujourd'hui, ce sera forcément nos abbayes et nos châteaux de demain. Oui, c'est une évidence. Vous avez montré des chefs-d'œuvre. Déjà, vous n'avez pas montré le Louvre-Lens, par exemple, qui pour moi est un chef-d'œuvre qui est déjà dans le patrimoine mondial. C'est les architectes Sana extraordinaires. Vous êtes d'accord, Xavier Lébar? En tout cas, je pense qu'il faut avoir cette ambition-là. Oui. Évidemment. Merci. On a vraiment encore beaucoup de sites remarquables à vous montrer et encore des histoires étonnantes à vous raconter. On va donc faire une pause et on se retrouvera cet après-midi à partir de 15h20. Ce sera la 2e émission. Ce soir, nous serons en direct de Strasbourg devant la cathédrale. Évidemment, en attendant qu'on se retrouve cet après-midi à 15h20, il y a aussi notre site internet en ligne. Vous trouverez toutes ces nombreuses photos que vous nous avez envoyées. Vous avez participé, hein, vous avez contribué, vous avez photographié votre patrimoine préféré. Allez voir un petit peu ce qui est en ligne sur notre site internet. Et puis aussi, eh bien, vous pouvez jouer. Il y a sur notre site une carte interactive. Vous choisissez une région, celle où vous êtes né, celle où vous avez grandi, celle où vous habitez, celle que vous préférez. Et là, vous testez vos connaissances avec 10 questions comme cela sur votre patrimoine au plus près de chez vous. Merci de nous avoir suivis. Donc en direct ici de Bordeaux, devant ce pont Chaban-Delmas. On a parlé du patrimoine industriel de notre pays au fil de l'eau cet après-midi. Je vous le répète, ce sera le patrimoine historique au fil des siècles avec à l'honneur nos abbayes, nos châteaux et des constructions aussi surprenantes et plus contemporaines. Merci de vivre cette folle journée avec nous. Je vous dis à tout à l'heure, 15h20 en direct de Bourgogne.